Il y a de nouvelles révélations dans l'affaire du vol de la liste des membres du Parti québécois par la GRC en 1972. En fait, le vol de cette liste, approuvée par le cabinet Trudeau, faisait partie d'un ensemble d'opérations clandestines illégales. Après une centaine d'heures de recherche, j'ai découvert que dans les années 70 au Québec, les services secrets, qui est anciennement une branche de la GRC, effectuaient plusieurs opérations illégales. Dans cette vidéo, qui va être loin d'être la dernière sur le sujet, je vais vous parler de l'opération Top Secret Ham. Ils ont fait des répétitions, sont préparés, il y avait des serruriers, il y avait des individus qui conduisaient des camions, des chauffeurs. On savait que c'était illégal parce qu'on attaquait un parti politique dûment autorisé par le gouvernement fédéral. C'était une opération fantastique. Pourquoi? Pour aller voler la liste de membres du Parti québécois. What do you mean by two nations? What do you mean by special status to Quebec? Qu'est-ce que c'est que ces gens avec des petits esprits? Selon des documents procurés par le journaliste Norman Lester, le 19 décembre 1969, le cabinet de Pierre-Éliott Trudeau envisageait des actions contre le mouvement séparatiste. C'est aussi dans cette réunion que le cabinet de Trudeau aurait demandé à la GRC d'aller voler la liste des membres du Parti québécois. C'est pas tout, parce que si on se fie à l'ancien directeur de la section spéciale de la GRC, Gilbert Albert, dans une réunion un petit peu plus tard, même la CIA était présente. Environ 3 ans plus tard, l'opération était devenue très concrète. Plus ou moins 30 personnes étaient au courant du plan Ham et plus de 50 personnes étaient impliquées sans le savoir. Dans la nuit du 8 au 9 janvier 1973, vers minuit 20, 4 policiers arrivent sur les lieux après le départ de 2 employés des messageries dynamiques qui étaient sous filature. Parmi ces 4 agents qui allaient rentrer dans les locaux du commerce, il y avait les caporaux G. Boucher qui était chargé du système d'alarme, D. Boire qui était chargé de surveiller l'intérieur des locaux avec le sergent G. Albert, ainsi que Ken Burnett, un expert informatique que son rôle à lui c'était d'aller s'emparer de la liste des membres du Parti québécois qui se trouvait à être à l'intérieur de bandes magnétiques d'un ordinateur. Lorsqu'ils sont rentrés dans les locaux des messageries dynamiques, l'agent Boucher s'est occupé de désactiver le système d'alarme pendant que ses collègues montaient à l'étage. Une fois à l'étage, un agent était chargé de monter la garde pendant que les autres cherchaient les bandes magnétiques. Un coup que les bandes magnétiques qui avaient la liste des membres du Parti québécois dessus fut volée, les agents se sont dépêchés à poser un micro juste avant d'en sortir. À l'extérieur, un agent leur confirme que la voie est libre et un autre les attend dans une voiture pour les amener au Victoria Hall sur la rue Sherbrooke. Les agents de la GRC remettent les 4 bandes magnétiques à James Hamburg. Hamburg avait pris les bandes magnétiques et s'était dirigé à bord d'une autre voiture vers la compagnie d'informatique MICR Systems à Westmount Square. C'est à ce moment-là que la mission a failli échouer, parce que l'expert de MICR Systems, qui était l'ami de l'agent Hamburg, avait de la difficulté à recopier les bandes. Plus de 3 heures s'étaient écoulées, puis là le temps commençait à vraiment presser parce que dans les simulations, le tout avait pu être fait en seulement 2 heures. L'agent Hamburg, responsable de reproduire les bandes magnétiques, s'était finalement fait reconduire devant les locaux de la messagerie dynamique vers 5 heures du matin. Il a remis les bandes en place et vers 5h15 du matin, il en était ressorti. La mission était réussie. C'était à la fine pointe de l'espionnage. À côté de ça, Watergate, c'était un vrai travail d'amateur. Watergate, the Watergate break-in, the Watergate affair and its cover-up. The Watergate scandal became a whole new ballgame, the biggest constitutional confrontation in our history. Watergate, c'est une opération similaire à l'opération Ham, survenue un petit peu avant celle-ci aux États-Unis. Richard Nixon avait voulu faire espionner le Parti démocrate, mais les agents s'étaient fait prendre et les journalistes du Washington Post avaient fait couler beaucoup d'encre sur cette histoire.
C'est d'ailleurs cette controverse qui a coûté à Nixon sa présidence, démissionnant juste avant de se faire destituer. En sachant cette histoire-là, ce qui me surprend le plus, c'est qu'ici, Pierre Elliott Trudeau a jamais fait face aux conséquences des opérations antidémocratiques que selon plusieurs sources son cabinet avait commandées. Si je me voyais pris, comme l'est en ce moment M. Trudeau et comme le sont en ce moment M. Trudeau et son gouvernement, avec un appareil policier apparemment aussi taré que l'est devenu la gendarmerie royale, je m'inquiéterais fortement, puis je ferais un grand ménage. Et là arrive la commission provinciale Keble et un mois plus tard la commission fédérale MacDonald du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau en contre-attaque à celle de René Lévesque. Un futur juge de la Cour du Québec, Jean Keble, dirigeait la commission provinciale qui, en résumé, a analysé plusieurs opérations secrètes par la GRC comme l'infiltration du FLQ, une perquisition sans mandat auprès d'un journal indépendant et sans oublier l'opération Ham. Par contre, même si la commission Keble avait réussi à mettre un petit peu de lumière sur les opérations secrètes de la GRC au Québec, elle s'est fait mettre beaucoup de bâtons dans les roues par le gouvernement fédéral. Le gouvernement Pierre Elliott Trudeau cachait des preuves, refusait de remettre des documents au juge Keble ou encore refusait que tout ministre fédéral aille témoigner à la commission provinciale. Même avec ces restrictions, le rapport de la commission est accablant, mais pas surprenant. Elle recommande de poursuivre en justice les policiers qui ont été impliqués dans des opérations illégales en 71 et 73, chose qui sera faite en moitié parce qu'aucun agent de la GRC qui a participé à Ham sera réellement puni, sauvé en majorité par des délais déraisonnables. Le rapport pointait également la police de Montréal et la SQ d'avoir participé à des activités qualifiées de dirty tricks et que l'opération Ham n'avait pour fin que de recueillir le nom des membres du Parti québécois. Et puis là arrive la commission MacDonald. Cette commission avait plus de pouvoir que celle du Québec. Elle pouvait faire témoigner le directeur général des services secrets, John Starnes, jusqu'au premier ministre Pierre Elliott Trudeau. Après 3 ans d'enquête, la commission publiait son rapport en 3 parties cumulant environ 2000 pages. Elle conclut que le fait que le gouvernement savait que la GRC faisait des opérations illégales ne signifiait pas qu'elle donnait implicitement son consentement à ces actes illégaux. Par contre, revirement de situation. 11 ans après la publication du rapport, les procès-verbaux sont rendus publics, dont celui du directeur général des services secrets de la GRC, John Starnes. Selon le journal de la presse, le témoignage à huis clos de Starnes devant la commission MacDonald révèle qu'il a identifié 3 réunions précises où le cabinet de Trudeau père lui aurait demandé de s'emparer de la liste des membres du Parti québécois. Pris dans cette tourmente médiatique, John Starnes attaque le journal de la presse en les accusant d'avoir mal interprété son témoignage devant la commission MacDonald. Et là arrive le fameux témoignage à huis clos de Pierre Elliott Trudeau. La commission fédérale s'est basée pour questionner Trudeau sur le procès verbal d'une réunion du comité du cabinet, celle du 1er décembre 1970, où John Starnes, le chef des services secrets, avait confié au ministre du cabinet de Trudeau que son service était devenu expert dans l'art de violer la loi sans se faire attraper. En plus, le grand patron de la GRC de l'époque, Len Higgett, avait également confirmé les dires de Starnes. Lorsque questionné sur ça devant la commission MacDonald, l'ex-premier ministre répond qu'il ne se souvient plus de ce que John Starnes avait dit. Par contre, il n'avait pas nié que Starnes avait pu dire que ses services avaient posé des gestes illégaux depuis 20 ans sans se faire prendre, en spécifiant cependant qu'il ne se souvient pas avoir pensé en écoutant Starnes que la police ait pu commettre des crimes. Pourtant, le chef des services secrets, John Starnes, avait dit lors de son témoignage qu'il n'avait pas eu l'impression d'apprendre quoi que ce soit au ministre sur les dirty tricks que son service faisait. Après ces témoignages, la commission fédérale avait conclu que les proches conseillers du gouvernement avaient été mis au courant des opérations délicates des services secrets. Le document top secret numéro 11 nommé « La connaissance qu'avait le gouvernement des activités illégales de la GRC » avait été censuré de plusieurs passages. Selon ce que Jean Keble savait, le document avait été censuré parce que le gouvernement fédéral était furieux et avait envoyé à la commission plusieurs messages lui demandant de ne pas publier cette partie du rapport. Le juge MacDonald avait même rajouté une note à la page 10 de son rapport officiel où il spécifie avoir reçu une mise en garde pour changer le cap de son enquête.
En plus de la pression exercée envers la commission McDonald, le gouvernement fédéral allait pouvoir réviser le rapport avant sa publication officielle. Parce qu'en 1977, dans le mandat de la commission, il avait inclus que le rapport devait être remis au gouvernement et non au Parlement. Question de vérifier son contenu et de choisir le moment opportun pour le publier. C'est décourageant comme fin, mais heureusement, Pierre Godin, journaliste et auteur de la biographie de René Lévesque, a réussi un coup de maître. Il avait réussi à mettre la main sur la version non publiée et non censurée du rapport McDonald. Le document daté du 12 février 1981 lui avait été envoyé par une source qu'il jugeait être de très bonne qualité. On se souvient il y a quelques minutes quand j'ai mentionné que le rapport officiel de la commission disait que ce n'était pas parce que le gouvernement savait que la GRC faisait des activités illégales qu'il donnait implicitement son consentement à ces activités. En d'autres mots, c'est pas parce que le gouvernement savait que la GRC faisait des jobs sales qu'ils approuvaient. Surprise, surprise, le rapport obtenu par Pierre Godin ne tire pas du tout la même conclusion. Il va même à conclure que le premier ministre Trudeau avait compris les aveux de John Starnes sur les opérations illégales des services secrets et donc savait depuis au moins le 1er décembre 1970 que la GRC enfreignait la loi. Le rapport affirme également qu'en étant chef du gouvernement, il était de son devoir d'enquêter sur les opérations illégales et ce dernier a manqué à son devoir en ne demandant pas à la GRC d'arrêter ses infractions à la loi. La version officieuse acquise par Godin va même jusqu'à affirmer qu'il n'est pas déraisonnable de dire qu'en se fermant les yeux et en laissant faire la GRC, Pierre Elliott Trudeau avait donné son accord implicite à John Starnes à enfreindre la loi. Bref, les deux commissions d'enquête n'ont malheureusement jamais réussi à prouver officiellement que le gouvernement avait demandé explicitement ou implicitement de voler la liste des membres du Parti québécois. Je crois quand même qu'il est légitime d'avoir des doutes, même de très bons doutes. Et en rajoutant le travail de Norman Lester dans tout ça, il commence à être difficile à croire que Trudeau père a réellement les mains propres. Après tout, c'est le même Trudeau qu'en 70, où ce qu'il avait dit sa phrase célèbre « Just watch me ». Frédéric Morin, Boîte Noire, I'm out.